De nouvelles applications basées sur la surveillance et le traçage de ses utilisateurs se développent dans plusieurs pays européens. Des voix dénoncent ce phénomène qui se rapproche doucement du modèle chinois. La technologie quantique est au cœur de toutes les attentions. États et sociétés misent de façon massive pour se positionner en tant que leader dans la maîtrise de cette nouvelle science. Focus sur le boom des plantes médicinales. La crise sanitaire a accentué la demande de ces produits à un point tel que des pays à travers toute la planète s'arrachent ces remèdes naturels. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluteau. Tout le monde se souvient des romans dystopiques 1984 de George Orwell et Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Si ce n'est pas le cas, ces romans racontent un futur aseptisé, où le gouvernement règne en maître et contrôle tous les aspects de la société. Bien qu'étant des romans, il se pourrait que ce futur devienne réalité. En particulier 1984, qui raconte un futur où le contrôle de l'État se fait à travers un totalitarisme numérique. En avril 2020, un documentaire d'Arte appelé « Tout surveiller, 7 milliards de suspects » avait déjà dévoilé le danger que pouvait représenter l'augmentation de la surveillance numérique. Beaucoup ont découvert l'étendue de cette surveillance, et notamment en Chine, où elle atteint son paroxysme. Ce système de surveillance a un nom, le crédit social. Ce système vise à surveiller constamment le comportement de chaque individu et entreprise, par des caméras de surveillance et des techniques de reconnaissance faciale et vocale. Bien évidemment, créé sous le couvert de la lutte contre la criminalité et basé sur un système de points, le crédit social permet de juger si vous êtes un bon ou un mauvais citoyen. Si vous prêtez allégeance au Parti communiste chinois, vous serez récompensé. Mais si vous émettez des doutes quant aux décisions du PCC, vous serez puni. Impossible pour vous de prendre le métro ou de sortir. Certains sont même envoyés dans des camps de rééducation. Ce sujet a déjà fait couler beaucoup d'encre et provoqué l'indignation des pays démocratiques. Mais il se pourrait que ce totalitarisme numérique ne soit pas réservé aux pays communistes. Dans un article publié dans le journal The Spectator, Ross Clark avertit que le gouvernement britannique est sur le point d'introduire une application semblable au crédit social. Cette application viserait à surveiller les habitudes d'achat d'une personne, ses exercices physiques, ainsi que sa consommation de fruits et légumes. Le gouvernement récompensera les citoyens dociles, avec des points de vertu. Les moins dociles, quant à eux, pourraient être punis. Monsieur Clark craint que ce ne soit simplement une question de temps, avant que les employeurs ne commencent à utiliser de telles applications pour observer les habitudes alimentaires et sportives des employés. Monsieur Clark, visiblement inquiet, explique à ses lecteurs que la seule façon d'éviter que les passes sanitaires et les applications de santé ne se transforment en une surveillance constante cauchemardesque est de les rejeter dès maintenant. La France est également concernée. Le spectre du crédit social semble également planer sur l'Hexagone. En effet, des associations de défense des libertés indiquent que l'instauration du pass sanitaire est déjà la première étape vers une surveillance généralisée. Et pourquoi pas d'une identité numérique sans laquelle nous ne pourrions pas faire partie de la société? Je sais, ça sonne un peu complotiste. Mais non, ce n'est ni complotiste, ni tiré du roman de George Orwell. En juillet dernier, le groupe d'électronique français Thales a publié sur son blog ce qui semble être les prémices d'un crédit social à la chinoise communiste. Les passeports vaccinaux joueront un rôle clé dans la capacité des citoyens à accéder à toutes sortes de services et agiront comme des précurseurs au passage vers l'identité numérique. Voilà, c'est dit. Le pass sanitaire est donc le précurseur d'un système où l'identité ne sera plus établie par une carte d'identité, mais bien par un portefeuille numérique conservé sur un cloud. Autrement dit, une société où toutes vos données personnelles seront stockées numériquement et pourront être gérées depuis votre téléphone portable. Toujours selon l'article du blog du groupe Thales, cela devient exaltant de penser que le portefeuille digital peut héberger à la fois une identité numérique et des moyens de paiement. Ceci permettrait aux gens, par exemple, de payer une caution pour un nouvel appartement ou de régler une amende pour excès de vitesse, directement depuis son smartphone. Et oui,
pour ceux qui n'ont pas compris, qui dit généralisation des paiements depuis le smartphone, dit l'instauration d'une monnaie numérique, certainement créée et contrôlée par les gouvernements. En l'occurrence, la Chine et les États-Unis et l'Union européenne sont sur la voie de créer leur propre monnaie numérique. La Chine ayant annoncé mi-juillet que les essais de son yuan numérique étaient presque terminés. Alors, à l'heure de la centralisation des pouvoirs, l'étau se resserre sur les libertés individuelles. Alors que le Parti communiste chinois affiche ouvertement son désir d'hégémonie mondiale, l'Occident semble s'en inspirer, non pas pour le meilleur, mais pour le pire. La technologie quantique, c'est l'enjeu du siècle qui va totalement transformer le domaine informatique pour une infinitude d'applications. Des performances inégalées en termes de rapidité et d'efficacité qui seront au service de différents secteurs comme l'aéronautique, la logistique, l'automobile ou encore la pharmacie. On entend régulièrement parler de cette technologie quantique, sans trop vraiment savoir de quoi il retourne. Allez, partons au cœur de l'infiniment petit, au cœur de la physique des particules. Les propriétés de ce monde semblent tout autres que le monde macroscopique qui nous entoure. Les règles à l'intérieur de cet espace ne sont pas les mêmes et sont même difficiles à cerner. Cela ouvre la porte à un vaste champ des possibles. C'est pour cette raison que les États s'intéressent de très près à cette affaire. La France n'y échappe pas, puisque nous venons de signer un protocole d'accord avec les Pays-Bas pour intensifier les synergies pour la recherche et le développement des technologies quantiques. Selon Mona Keijer, secrétaire d'État néerlandaise en charge des affaires économiques, le but recherché est de créer un écosystème européen dans le domaine quantique, qui nous procure emploi, revenus et innovation. Elle ajoute que nos deux pays restent à la pointe dans ce domaine. Mais si l'on souhaite conserver cette longueur d'avance, il est nécessaire de coopérer au niveau européen. De son côté, Cédric O, secrétaire d'État chargé à la transition numérique et des communications électroniques, est optimiste. Il a déclaré sur Twitter « Faire de l'Europe le leader de la technologie quantique, nous y croyons avec mon homologue Mona Keijer. Aujourd'hui, la technologie, la France et les Pays-Bas s'engagent à renforcer leur coopération technologique dans ce domaine pour créer des champions européens du quantique et attirer des talents. » En dehors des États, bien évidemment, les sociétés se ruent dans cette course à l'innovation. En 2019 déjà, Google avait présenté à l'époque ses avancées par une démonstration de son ordinateur quantique. Baptisé Sycamore, ce processeur quantique a réalisé en 2000 secondes une opération très complexe correspondant à 10 000 ans de calcul pour un ordinateur classique. Un an plus tard, une équipe chinoise de l'Université de sciences et technologies du Hefei a publié dans la revue Science les résultats de leur champion, Zhuifang, de 76 qubits. Il l'estime à 10 milliards de fois plus puissant que celui du Sycamore. Imaginez la puissance. Il faut savoir que Pékin est très bien placé dans ce domaine. Il dispose de deux des supercalculateurs les plus puissants du monde, Sumway Taolight et Tianhe 2A. Nicolas Sanguar, directeur de recherche du CEA à l'Institut de physique théorique, confie aux Échos. La Chine mène la danse grâce à des investissements colossaux réalisés depuis une dizaine d'années. Ils sont vraiment à la pointe, par exemple dans le domaine des communications quantiques, où ils ont réalisé de la cryptographie quantique par satellite, ce que personne d'autre ne sait encore faire. Comme nous l'avons dit, de nombreuses entreprises misent sur ces technologies quantiques pour faire la différence. Sur le site Usine Nouvelle, on apprend qu'un rapport publié en juillet par le BCG indique que l'informatique quantique pourrait à terme générer 850 milliards de dollars de revenus. Ce rapport fait état d'un réel intérêt de la part des investisseurs et des industriels. Ils ont investi 679 millions de dollars en 2020 pour atteindre les 800 millions cette année. Des sociétés comme BMW misent sur la prochaine révolution technologique quantique. Nous apprenons sur le site ZDNet que la société a lancé un défi informatique quantique. En résumé, des personnes de tous horizons spécialisées dans ce domaine sont invitées à proposer des solutions qui aideront le constructeur à utiliser au mieux ces technologies. Oliver Wyck,
dénicheur de technologie chez BMW Research and Technology, explique que l'objectif est de trouver des solutions quantiques aux problèmes identifiés par BMW. Un pan important de cette recherche sera consacré aux algorithmes. Les ordinateurs les plus poussés traitent actuellement 2000 tâches par jour pour les besoins de l'entreprise. Mais même s'ils sont puissants, ils atteignent vite leurs limites. Et c'est là que les technologies quantiques entrent en jeu, car elles offrent des puissances de calcul exponentielles capables d'envisager tous les scénarios en matière de visualisation d'accidents, ou encore placer de manière optimale les capteurs sur un véhicule. Cette exploration ne sera pas un long fleuve tranquille, car les états quantiques sont fragiles. Le simple fait de les observer les perturbe. Et plus il y a de qubits, plus il est difficile de les contrôler, engendrant des erreurs de calcul. La matière de cette dimension serait-elle intelligente? L'avenir nous le dira. J'aimerais que nous fassions un focus sur le boom du business lié aux plantes médicinales. Alors il est clair que la pandémie a bousculé beaucoup de nos habitudes, notamment en matière de santé, engendrant de fait de nouvelles tendances. Pour compléter leur pharmacopée allopathique, des consommateurs optent maintenant pour des produits à base de plantes. Et cette dynamique se vérifie aux quatre coins de la planète. Avec un marché estimé à plusieurs milliards d'euros, ce business concerne aussi bien les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Asie ou encore l'Europe. La France, bien évidemment, n'échappe pas à ce phénomène. L'engouement du public pour les produits naturels et biologiques à base de plantes médicinales censées fortifier l'immunité est visible depuis 1 an et demi. Les adeptes de plantes aux propriétés anti-inflammatoires, anti-stress ou immunitaires augmentent chaque jour. Mais les plantes peuvent-elles pour le coup remplacer les médicaments à base de molécules chimiques? Pour le médecin phytothérapeute Éric Laurin, interrogé sur Europe 1, il est recommandé de s'adresser à un médecin ou un pharmacien. Il déconseille d'ailleurs de récolter soi-même des plantes afin d'éviter des erreurs de posologie ou des confusions. Il explique que l'on peut facilement confondre gentiane et vérâtre blanc, qui est une plante hautement toxique. La plupart des pays européens, dont la France, importent ces plantes d'un petit pays des Balkans, l'Albanie. Selon l'AFP, celui-ci est devenu depuis quelques années l'un des principaux producteurs d'Europe d'herbes médicinales. Les acteurs occidentaux l'ont privilégié puisqu'il existe de vives tensions commerciales sur ce marché entre la Chine et les États-Unis. En Albanie, cette production est en grande partie issue des plantes sauvages, récoltées dans les maquis. La quasi-totalité de ces herbes sont exportées en Europe, mais aussi vers les États-Unis ou l'Australie. Depuis le début de la pandémie, l'Albanie a connu une hausse de 15% en 2020. Et la tendance se confirme pour cette année. Cette envolée n'est que la suite logique d'un marché en forte croissance, puisque la valeur du commerce mondial des plantes médicinales a triplé entre 1998 et 2018, selon les données disponibles par la base de données Comtrade de l'ONU. Si l'on prend le cas de la Chine, 90% des patients atteints par le coronavirus suivent en partie un traitement utilisant la médecine traditionnelle chinoise. Selon l'OMS, près de 80% de la population chinoise y a recours. Même si l'OMS a reconnu la médecine traditionnelle chinoise, elle ne reste pas moins très formelle sur l'automédication et déclare que prendre des remèdes traditionnels à base de plantes n'est pas efficace contre le Covid-19. Justement, l'ONG Trafic a tiré la sonnette d'alarme en identifiant des actions prioritaires à prendre par tous les acteurs. Pour l'organisation, les plantes médicinales et les plantes sauvages utilisées dans les traitements essentiels ou de bien-être subissent une pression accrue en raison de la demande mondiale. Toujours selon ce même rapport de l'ONG, environ 26 000 espèces de plantes ont un usage médicinal bien documenté dans le monde, et 3 000 d'entre elles font l'objet d'un commerce international. Un autre pays, la Thaïlande, a fait le pari de la recherche pour trouver des solutions grâce à l'utilisation des plantes médicinales. Le ministre de la Santé a approuvé ainsi, fin décembre 2020, l'utilisation d'une plante médicinale, le Phatalaijon ou chirette verte, dans le traitement à un stade précoce du Covid-19. Pour le docteur Cheng Zhongguang, qui officie à Chiang Mai, le Phatalaijon est un traitement utilisé pour les refroidissements, la fièvre, la toux
ou les problèmes de foie. Il aide aussi à renforcer le système immunitaire. Son gouvernement mise également sur la vaccination. Une autre découverte sur une plante médicinale des Antilles françaises a focalisé tous les regards en février dernier. L'herbe à pic. Le laboratoire Phytobocase a annoncé avoir découvert une enzyme capable de bloquer le développement des virus ARN. Même si un brevet a bien été déposé, le fondateur du laboratoire, le docteur Henri Joseph, affirme qu'à l'heure actuelle, il ne s'agit pas encore d'un traitement. Il devient évident que les ressources mises à notre disposition par Mère Nature, combinées à notre science moderne, permettent à l'homme d'envisager le meilleur pour sa santé. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.